Voilà, et bien maintenant je vais laisser la parole à Didier Meyer, vice-président du CIDELA, vice-président de Cuisson Sèvres, et Ben Aglo, délégué à la transition énergétique et à la mobilité nerf de gorge, qui va donc introduire ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la mobilité. C'est un sujet, vous le voyez, qui nous concerne tous dans notre quotidien et nous souhaitons donc à travers ce thème de la mobilité pouvoir appréhender, je dirais, les différents enjeux. Alors, ils nous concernent tous en tant qu'usagers, mais ils concernent bien évidemment aussi les collectivités territoriales dans leur politique publique et leur offre de services, que ce soit les communes, les EPCI, le département, à travers notamment la voirie et bien évidemment la région. Ce qui est sans doute important et que l'on verra aujourd'hui, c'est que ce sujet est en pleine évolution et va évoluer très rapidement dans les prochaines années, notamment sous l'effet de la transition énergétique et climatique. Avec le secteur résidentiel, un point important à bien évidemment avoir en tête, c'est que la mobilité est le secteur qui rassemble le plus d'enjeux dans les plans climat, air, énergie territoriaux. En effet, c'est le premier poste consommateur d'énergie, le premier poste émetteur de gaz à effet de serre et la première source de pollution de l'air. Donc on mesure vite la complexité du sujet et on voit que ça implique également de nombreux facteurs, certes l'aménagement du territoire, l'évolution des technologies, les aspects réglementaires et bien évidemment la modification des comportements et des pratiques de chacun. Alors, on le verra, cela nécessite aussi de passer d'un système qui est centré essentiellement sur l'automobile individuelle à base d'énergie fossile, en particulier le pétrole, vers un système qui est composé de multiples modalités, les voitures partagées, le vélo partagé, et aussi vers d'autres sources d'énergie. Alors, le CIDELA, avec son prisme notamment réseau d'énergie, et je dirais rentrer naturellement dans le sujet de la mobilité, notamment par les infrastructures d'avitaillement. On le verra, les infrastructures de recharge des véhicules électriques, la GNV, l'hydrogène qui est en cours de travail aujourd'hui une instruction. Et au travers de ce webinaire, ce que nous vous proposons, c'est de prendre aussi de la hauteur pour illustrer par quelques exemples les leviers qui sont à disposition des collectivités territoriales, et ils sont certainement très nombreux. Prochainement, nous allons travailler au CIDELA sur une feuille de route sur le sujet de la mobilité et au vu des besoins identifiés par les collectivités, cela pourrait être l'occasion d'initier des actions mutualisées du CIDELA pour le territoire. Voilà donc en quelque sorte le sujet sur lequel on va travailler prochainement. Je vais laisser maintenant la parole à Agnès qui va entrer dans le vif du sujet et je vous souhaite une bonne conférence et on se revoit donc en fin de webinaire. À tout à l'heure. Merci Didier. Donc, ce cycle de 8 webinaires va bientôt s'achever. Donc, on est au 7e consacré à la mobilité durable. Le dernier sera sur la méthanisation des réseaux de gaz. Sans plus attendre, je vous propose donc de vous présenter les différents intervenants qui vont se succéder ce matin. Donc, à mes côtés, Amandine Adrani, qui est coordinatrice plan climat et mobilité au CIDELA. Aomar Tamek, qui est chargé de mission mobilité, et Claire Desforges, qui est responsable gaz renouvelable à la SEM CIDELA Énergie 44. Voilà, donc ces différents intervenants vont prendre la parole successivement sur les différentes parties de ce webinaire. Donc ce webinaire, il est décomposé en 4 parties. Vous aurez une première partie introductive pour vous montrer que la mobilité est effectivement un secteur aux multiples enjeux. Une partie plutôt consacrée au CIDELA et ses interventions en matière d'infrastructures d'avitaillement. Et en partie 3, plutôt des aspects qu'on qualifierait de... On va parler justement de l'analyse de cycle de vie et de l'impact environnemental des différentes filières. Voilà, merci. Et puis, dernière partie, pratico-pratique, on va dire, sur les leviers d'action dans les territoires. Bien, nous allons essayer donc de rentrer en fait dans cette partie 1. L'idée, dans un premier temps, c'est de balayer rapidement les grands enjeux de la mobilité, mais de manière assez rapide. Et donc, comme le disait Didier Meyer en introduction, la mobilité, c'est aujourd'hui
que ce soit sur le secteur de la Loire-Atlantique, mais aussi sur le secteur du Sud-Est, donc Loire-Atlantique hors Nantes Métropole. C'est le premier poste de consommation énergétique sur le territoire. Ça représente 37% de la consommation. Et derrière, on va retrouver le secteur du résidentiel. Concernant les gaz à effet de serre, c'est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre, juste derrière l'agriculture. Si on prend l'échelle du bas de la Loire-Atlantique en incluant Nantes Métropole, c'est le premier poste d'émission de gaz à effet de serre. Sur la pollution de l'air, c'est également le premier émetteur de NOx. Donc, ça a aussi un enjeu de pollution de l'air et de qualité de l'air. Et en Pays de la Loire, une étude a montré que la pollution de l'air provoquait plus de 2500 décès prématurés, dus notamment aux petites particules, aux particules 2,5 qu'on appelle, c'est-à-dire des particules de la taille de 2,5 micros. Donc, on voit que déjà, c'est, comme le disait Méa en introduction, c'est un secteur à enjeu. À l'heure actuelle, les usages majoritaires, quand on regarde dans le détail sur la répartition de cette consommation d'énergie par mode, mais aussi par type de mobilité, on s'aperçoit que la majorité, 55% de la consommation d'énergie, provient des véhicules particuliers. Et ensuite, on va retrouver les poids lourds, l'autocar et le bus pour le transport de marchandises et de personnes pour 25%. Donc, on voit qu'en grande majorité, on est quand même sur les modes routiers. C'est les modes routiers qui vont provoquer cette consommation d'énergie. Et ensuite, on va retrouver le maritime, le ferroviaire et, dans une moindre mesure, aussi l'aérien. Donc, cette slide, voilà, elle nous permet aussi de montrer que déjà, dans un premier temps, souvent, on imagine que c'est tout de suite le transport de marchandises qui est plus générateur de consommation d'énergie. Ben non, ça reste quand même la voiture particulière, la voiture légère, et en particulier pour la mobilité dite locale. Donc, on voit que l'échelle aussi des intercos pour agir, voilà, ça agit aussi sur une grande majorité des usages. Et forcément, qui dit usage des modes routiers, quand on regarde d'où vient l'énergie, ça se traduit par une dépendance aujourd'hui aux produits pétroliers. 94% de la consommation d'énergie provient des énergies fossiles et des produits pétroliers, dans une moindre mesure des agrocarburants ou biocarburants, et encore dans une moindre mesure aujourd'hui de l'électricité, même si on va voir que ça va prendre une place de plus en plus importante demain. Ce système routier, il a aussi d'autres impacts, même si on n'est pas sur un webinaire complètement sur la mobilité, on souhaitait quand même aussi évoquer ces autres impacts, c'est que aujourd'hui, la voiture, déjà, ça prend de la place. Une voiture, souvent, une voiture d'un particulier, on dit que ça prend 3 places, chez soi, sur le lieu de travail, et quand on va faire des courses. Donc tout ça, ça a aussi un impact en termes d'emprise au sol, ça a aussi un impact en termes de voirie, de gestion de la voirie. On voit aussi que le transport routier, qui en plus s'accroît d'année en année, a aussi un impact sur nos voiries. Donc voilà, ça a un impact voilà, à la fois foncier et emprise au sol. Il y a aussi un impact lié au coût de la mobilité. On parle beaucoup de précarité énergétique pour les bâtiments, mais c'est aussi vrai pour la mobilité. On se rappelle tous, il n'y a pas si longtemps que ça, de la crise des Gilets jaunes, où la moindre augmentation justement sur le prix du carburant a provoqué aussi cette crise. Donc c'est aussi un sujet à enjeu. Et puisque ce coût est aussi important, ça peut aussi avoir derrière d'autres répercussions avec un risque d'isolement de certaines populations qui ne peuvent plus accéder à la mobilité, que ce soit pour trouver un emploi ou notamment des personnes seniors qui ne peuvent plus se déplacer en voiture. Donc, on voit que ça va toucher aussi différents types de populations. Ça a aussi un enjeu sur des questions de santé au-delà de la pollution de l'air, mais aussi des questions de sédentarité. Aujourd'hui, en plus avec le télétravail, on le vit, nombreux d'entre nous le vivent, hein, on bouge de moins en moins, ce qui a aussi un impact sur des questions de santé. D'un point de vue national, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, donc qui est un document qui a été rédigé au niveau national, qui a été validé par le gouvernement. L'objectif, c'est d'atteindre d'ici 30 ans, d'ici 2050, la neutralité carbone. Donc, pour rappel, la neutralité carbone, c'est un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qu'on a d'un côté et ce que la nature, par le biais des arbres, des prairies, des zones humides, est en capacité d'absorber. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre pour le secteur du transport cette neutralité carbone. Et ça va passer par un ensemble de mesures, dont le passage
du monde pétrolier, comme on a pu voir aujourd'hui, dont on est grandement dépendant, vers un monde de mix énergétique, à la fois électricité, gaz et hydrogène. Et ça, forcément, nous, ça va nous toucher en tant que syndicat d'énergie. On est aujourd'hui autorité organisatrice de la distribution d'énergie, et donc ce sont de nouveaux usages aussi qui vont arriver sur nos réseaux d'électricité, nos réseaux de gaz, et potentiellement demain des réseaux d'hydrogène. Jusque-là, on ne traitait pas les réseaux de pétrole, mais demain, en tout cas, on voit bien que d'ici 30 ans, ça va forcément nous impacter. Donc, que ce soit en termes de développement de réseau, de renforcement de réseau, d'usage du réseau, d'infrastructure. Donc voilà, tout ça, ça va avoir des impacts. Et on va le voir aussi, il y a d'autres leviers, bien sûr, qui sont dans cette stratégie-là, qu'il faut aussi avoir en tête. Cette transformation, cette évolution vers ces nouveaux modes, elle a déjà commencé, que ce soit au niveau mondial et au niveau européen. On vous le montre au travers cette slide-là. On voit que déjà un certain nombre de pays en Europe ont prévu d'interdire déjà la vente de véhicules thermiques. Donc pour nous, en France, en tout cas, ce sera en 2040. Et certaines villes aussi ont prévu d'interdire la circulation de véhicules diesel au sein de leur ville. À Nantes Métropole, ça a déjà commencé car il y a un certain nombre notamment sur le transport de marchandises, qui ne peuvent plus accéder comme ils veulent en ville. C'est-à-dire que par exemple, les véhicules au gaz et les véhicules électriques et hydrogène peuvent accéder de 4 heures à 23 heures pour de la livraison, mais par contre, les véhicules diesel et essence ne peuvent accéder que pendant certaines tranches horaires. Donc on voit qu'il y a déjà un début de restriction aussi pour certaines activités, notamment sur le transport. Et au niveau local. Donc, c'est déjà une transformation qui a déjà commencé au travers de certaines réglementations. On souhaitait aussi, au travers de ce webinaire, Didier Meillat l'a rappelé en introduction, prendre un peu de hauteur. Le changement de motorisation, comme on entend souvent, ne doit pas être le seul levier. Il doit faire partie d'une politique globale et on va essayer justement, au sein de cette présentation, on va plus parler justement des changements de motorisation, mais sur la fin, on va aussi prendre un peu de la hauteur pour évoquer les autres leviers, que ce soit la demande de transport, le report modal, le taux de remplissage, l'efficacité énergétique des véhicules. Et nous, là, en tout cas, on va ouvrir un peu plus justement sur ce qu'on appelle l'intensité carbone de l'énergie, donc justement un changement de motorisation. Donc c'est justement tout l'enjeu de la deuxième partie. Mais avant de parler justement de la deuxième partie et de ce qu'on a pu faire, en tout cas de ce à quoi on contribue déjà au niveau du CIDELA, est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions dans le fil de discussion? Je ne le vois pas. On me dit non. Non, il n'y a pas de questions. Par contre, si certains d'entre vous souhaitent intervenir, c'est le moment, en tout cas réagir par rapport à ce qui vous a été présenté à l'instant. Et si vous pouvez me le signifier par un levage de main, ce serait encore plus pratique. Mais sinon, vous avez quelques instants si vous souhaitez intervenir. N'hésitez pas. Alors, on a une question très pratique de définition de Madame Dubois. Pourriez-vous définir ce qu'est le NOx? Ah, pardon, ce sont des oxydes d'azote. C'est un des polluants. Alors, je ne suis pas chimiste, donc je ne pourrais pas aller plus loin. Mais c'est un des polluants qui a notamment des impacts sur des problématiques de respiration, qui peut notamment provoquer des troubles respiratoires. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions par rapport à ce qui a été présenté encore une fois? Vous laisse quelques minutes pour agir et puis sinon on va passer à la deuxième partie. Et puis de toute façon, il y aura d'autres moments pour intervenir. Donc on va passer, si vous voulez. On a une réaction oui. dans le fil de la discussion, Agnès. Oui. Si tu peux la relever. Oui, alors une réaction par rapport à... Alors actuellement, Monsieur Jean Drono Bernard. Actuellement, les véhicules diesel émettent des NOx et sont traités en très grande partie par les filtres à NOx avec ajout d'AdBlue. Effectivement.
Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter par rapport à ça? En effet, il y a des technologies qui permettent déjà de limiter et ce qu'on voit, en tout cas dans les chiffres que j'ai pu indiquer, c'est notamment des éléments qui nous sont fournis aujourd'hui par RPI de la Loire, qui est du coup l'association qui traite des sujets de qualité de l'air et c'est aussi des éléments qui sont relevés techniquement. Donc, les NOx ne sont pas non plus que dus à la mobilité, c'est le premier émetteur, c'est le secteur de la mobilité. Mais il y a encore soit des anciens véhicules, soit aussi il y a quand même un peu de reste mais même si oui, la technologie vient un peu apaiser certaines émissions. Bien, merci. Donc, je vous propose de passer à la deuxième partie. Le CIDELA développe des infrastructures d'avitaillement. Alors, cette partie-là, donc, il y aura trois. On va à la fois d'abord traiter du sujet de la mobilité électrique, puis après, donc, il sera traité par Aomar Tamek chez nous. Et après, Claire nous présentera, Claire Desforges, les sujets de gaz naturel véhicule et d'hydrogène. Donc, rapidement, en introduction, juste sur le déploiement des bornes de recharge. Je fais une petite note d'histoire avant de laisser la place à mon collègue. On a démarré dès 2014 avec un collègue qui a démarré dès 2014 sur les sujets d'IRVE avec des études préalables. Il a été validé en octobre 2015 le schéma de déploiement tel qu'on connaît aujourd'hui, tel qu'il est mis en place aujourd'hui, qu'on va vous présenter. Et au fil de l'eau, on a pris la compétence IRVE, qui est une compétence communale, donc IRVE, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc on a les communes, vous nous avez délégué cette compétence au fil de l'eau, au fur et à mesure qu'on a déployé les bornes ces dernières années. La première borne ayant été mise en service en septembre 2007 à Vieille-Vigne. Et tout au long de ce déploiement, on a aussi tâché d'améliorer le service utilisateur, le service usager qu'on appelle aujourd'hui CIDEGO, et on va voir au fil de la présentation que ce service va aussi évoluer ces prochaines semaines. On a aussi tâché d'améliorer et la disponibilité des bornes et le service usager pour faciliter l'accès à ces infrastructures. Donc je laisse la place à Omar. Bonjour à tous. Là, comme évoqué par ma collègue Amandine, le CIDELA à travers le premier schéma directeur de développement des infrastructures de recharge. Le CIDELA a déployé donc plus de 200 bornes sur l'ensemble du territoire pour renforcer le réseau de recharge. Ce que vous voyez sur le schéma, on distingue trois grandes catégories de recharge. La recharge domicile-travail, qui représente à peu près 90% des besoins. Ce sont des bornes privées et donc avec des recharges effectuées durant la nuit et sur les périodes des heures creuses, qui impactent moins le réseau. En complémentarité, le CIDELA a déployé les bornes normales dans les centres-bourgs et les centres-villes. Ce sont des bornes avec une puissance de 18 kg et qui permettent de récupérer une autonomie de 100 km en 1 heure. En complément, il y a les bornes rapides, donc ce sont des bornes avec un peu plus de puissance de 50 kg et qui permettent aux usagers de récupérer une autonomie de 100 km en 20 minutes. Ce sont des bornes notamment installées à proximité des axes routiers. Voilà donc le maillage actuel qui est conséquent sur l'ensemble du territoire. Ce qu'on voit sur la carte, c'est en point bleu, c'est les bornes normales qui ont été installées sur chaque commune ayant plus de 1500 habitants. Les points en vert sont les bornes normales, les bornes rapides, qui sont installées tous les 20 km sur l'ensemble du territoire. Concernant les statistiques d'utilisation de notre réseau, aujourd'hui on est à 25 587 recharges effectuées sur l'ensemble du réseau depuis la mise en place de la première borne. On a plus de 550 badges en circulation, dont 17% affectés aux entreprises et aux collectivités, avec une charge par jour en moyenne de 60. Suivant. Toujours dans le cadre des statistiques, là, on voit on représente l'évolution de nombre de recharges sur notre réseau. Ce qu'on voit sur le graphe, on a un démarrage assez lent sur l'année 2017 et 2018.
se traduit donc, notamment par le nombre de stations qui ont été mises en service. En 2019 et 2020, donc, on voit donc, l'augmentation exponentielle des recharges qui est due principalement à l'ouverture de notre réseau à l'itinérance entrante. Donc, l'itinérance entrante, donc, on a passé des accords d'itinérance avec donc, des opérateurs, donc, des usagers qui viennent se charger sur nos bornes. On voit donc, comme on voit sur le camembert à droite, donc, qui représente donc 56%. Malgré la crise donc, du Covid et les restrictions aussi liées à cette crise, on a constaté quand même donc, une augmentation pendant donc, l'année 2020 avec donc, un pic notable donc, sur la saison estivale, sachant que notre département donc, il est situé dans une zone côtière qui provoque en fait cette augmentation d'utilisation des bords. Ces statistiques sont disponibles sur notre site internet et sont aussi mises à jour tous les 3 mois. Ils sont disponibles, donc accessibles donc, pour la presse et pour nos communes adhérentes aussi. Slide suivant. Donc là, on voit la répartition des usages donc, sur l'ensemble du territoire. On voit donc l'hétérogénéité d'utilisation. On a des bornes qui sont donc très sollicitées sur la côte et aussi sur la périphérie de Nantes. On voit aussi donc la grande sollicitation des bornes rapides par rapport aux bornes normales, donc, ce qui est représenté avec des disques verts. Par exemple, la borne de Triguères, qui a été mise en place en juin donc, 2020, représente aujourd'hui un 6e donc, de nombre de recharges sur notre réseau. Ce qui montre donc l'importance aussi de mettre la bonne borne à la bonne place. Ici, on passe donc à la matrice donc, financière de notre réseau. Le parc RVE du CIDILA, donc depuis sa mise en place, a coûté 2 673 000 euros, avec une contribution de la part de l'ADEME, donc et la région, sous forme des subventions de 916 000 euros. Ce que vous voyez donc en dessous, c'est les prix en fait de chaque borne. On a donc autour de 10 000 euros pour les bornes normales et pour les bornes rapides, donc le prix s'élève à 38 000 euros. À gauche, donc par rapport au bilan de l'année 2020, la dépense totale du fonctionnement s'élève à 255 000 euros. Donc c'est une dépense qui est non négligeable. Ce qu'on va l'expliciter dans la slide suivante. À côté, on a la recette cumulée sur l'année 2020. Ce qui saute aux yeux directement, c'est la différence entre les deux, donc la différence liée au fonctionnement et la recette, ce qui montre qu'on n'est pas aujourd'hui donc sur un équilibre économique. On espère aussi atteindre donc cet équilibre donc dans les prochaines années avec l'arrivée en masse des véhicules électriques et l'optimisation aussi financière de notre réseau. Sur ce slide, on voit en fait l'image détaillée de la dépense liée au fonctionnement. On voit donc l'énergie d'électricité, la facture d'électricité qui vient en tête avec une part de 45%. La deuxième dépense est liée donc notamment à la maintenance, que ce soit curative ou préventive du parc. Voilà, donc l'idée, sur ce slide, on compare la consommation totale de notre parc d'électricité donc par rapport à la production annuelle de la centrale photovoltaïque installée à Machecoul. Ce qu'on a constaté, c'est que la consommation électrique a plus que doublé par rapport à 2019. En 2020, on est plutôt à 247 MWh, ce qui représente à peu près 6% de la production totale de la centrale de Machecoul. Toujours dans le cadre de l'amélioration du service et donc pour accompagner aussi l'évolution technologique, aujourd'hui notre service Idego il est en évolution vers une marque Westcharge. En effet, les syndicats ligériens, à savoir la Loire-Atlantique, l'Indre-et-Loire et la Mayenne et la Vendée, ont décidé d'unifier leurs services pour améliorer donc la qualité du réseau.
et se joindre donc sous une marque commune Westcharge avec plus de 500 bornes sur l'ensemble de la région. On a défini dans ce cadre de ce nouveau marché donc un ensemble de critères de performance que notre prestataire s'engage à les respecter, à savoir le taux de disponibilité. Donc, on a imposé un taux supérieur à 98%, et aussi le service client qui touche donc forcément nos usagers. On a imposé un temps de réponse et de résolution donc inférieur à 30 secondes. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de cette amélioration du service et pour travailler sur l'expansion du parc, pour un accès équitable de nos usagers à ces services, on travaille donc avec nos élus sur l'élaboration d'un deuxième schéma directeur pour déployer donc du nouvelles bornes et accompagner aussi l'évolution technologique des parcs. Et on souhaite faire sortir donc ce schéma d'ici la fin d'année. Voilà donc ça la partie donc services illégaux et la mobilité. Je laisse la main à ma collègue Claire pour la partie du GNV et GNV. Des questions? Alors, il y a eu effectivement un certain nombre de questions qui ont été postées sur le fil de discussion. Mes collègues spécialistes répondent à vos questions simultanées, sauf si il y a une question que je peux prendre éventuellement si vous souhaitez à l'oral, vous me le signifiez par un signe de la main. Et sinon... Alors, il y a, oui, Amandine me précisait qu'il y a une petite question qui serait peut-être à préciser de Bernard Gendronneau. Si vous pouviez activer votre micro, on vous écoute. Vous êtes toujours avec nous? Sinon, je peux essayer déjà de répondre à la question par rapport à la question du dimensionnement du réseau. Aujourd'hui, on pourra vous envoyer le lien, il y a RTE qui a déjà réalisé une étude avec un certain nombre de scénarios qui ont été étudiés justement sur le déploiement des infrastructures de recharge et l'impact potentiel sur les réseaux. Si je résume très rapidement, mais cette étude montre un certain nombre de choses et on pourrait en faire un webinaire spécifique, c'est que aujourd'hui, le réseau, même si demain on a 15 millions de véhicules électriques, en France, et à noter qu'aujourd'hui, on a 32 millions de véhicules qui circulent au niveau national. Même si on a 15 millions de véhicules électriques qui arrivent sur le réseau, si on fait un peu d'intelligence, à savoir notamment des recharges dans les zones nocturnes, quand le réseau n'est pas forcément beaucoup sollicité, le réseau est déjà bien dimensionné. Donc ça, c'est un élément quand même qui est ressorti de cette étude. Il n'y a pas de gros risques en tout cas, même s'il y a toujours des périodes de risque, notamment dans les pointes entre 17h et 19h, où en effet, là, il y a du risque. Mais si on arrive déjà à lisser par du comportement ou par un peu de technologie, on peut déjà grandement diminuer cet impact-là. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui, nous, à notre niveau, au niveau des syndicats d'énergie, on pourra essayer d'étudier ces prochaines années. Dans votre question, vous parlez aussi du lien avec les ENR. Pour justement conforter d'un côté la consommation, de l'autre côté la production, puis nous au milieu au niveau des réseaux où c'est notre métier. Mais en effet, on pourra vous montrer vous faire passer cette étude-là qui montre qu'il n'y a pas en tout cas de gros impacts à ce jour. Il n'y a pas de grosses alertes en tout cas sur le dimensionnement du réseau. Bien, merci Amandine pour cette précision. Sur les autres questions, je laisserai mes collègues répondre éventuellement si c'est possible. En tout cas, je vous propose de passer à la partie suivante présentée par Claire Desforges, donc plutôt sur le GNV. Oui, bonjour à tous. Alors, on change de sujet. On va parler de gaz naturel pour véhicules, donc GNV. Donc, le GNV classique est issu du réseau de gaz, typiquement le réseau GRDF, et il est composé principalement de méthane. Le GNV est brûlé dans un moteur thermique qui n'est pas soumis aux restrictions de circulation dont parlait Amandine tout à l'heure. Et ce sont donc des véhicules qui sont
conçu spécifiquement pour le GNV. Et le bio-GNV, donc là je clarifie le vocabulaire hein, parce que c'est pas toujours facile. Le bio-GNV, lui, c'est la même chose chimiquement, sauf que c'est produit à partir de biomasse renouvelable. À droite, vous avez un petit carré sur le vocabulaire. Donc, GNV, c'est le mot générique. Ensuite, il y a deux sortes de GNV. Le GNC, qui est comprimé sous forme gazeuse à 200 bars, et le GNL, qui est liquéfié à moins 160 degrés. Et selon les véhicules, on utilisera l'un ou l'autre. Donc, ce ne sont pas les mêmes stations et ce ne sont pas les mêmes usages. Le bio-GNV aujourd'hui est toujours sous forme comprimée, ça se développera peut-être sous forme liquéfiée plus tard. Le petit schéma montre en fait qu'il est issu de la méthanisation agricole, donc de la fermentation des déchets organiques, déchets agricoles. Et le gaz est injecté dans le réseau et ensuite la station est branchée sur le réseau qui peut ensuite alimenter des véhicules. En fait, une petite précision, il y a la notion de garantie d'origine. Donc, si vous voulez à la pompe choisir le bio-GNV plutôt que le GNV, vous devez payer un surcoût qui va permettre de financer les garanties d'origine prouvant que le gaz est renouvelable. Donc, en fait, si vous équipez votre flotte pour vos véhicules pour le GNV, c'est une façon aussi d'être en mesure de consommer du bio-GNV. Donc, cette technologie est bien mature. Il y a des pays qui sont bien plus en avance que la France, par exemple l'Italie, où c'est traditionnellement, depuis de nombreuses années, d'usage courant. Et l'offre de véhicules est bien développée en Europe, avec peu de constructeurs français, mais beaucoup de constructeurs européens qui sont capables de proposer des véhicules dans toute la gamme, du véhicule léger jusqu'à l'autobus, au poids lourd. Concernant les coûts, donc le GNV est compétitif. Alors là, je parle des coûts de fonctionnement. Sur la droite, quelques illustrations des ordres de grandeur. Si on compare au diesel, sur le cas d'une berline, pour une berline qui consommerait 7 litres au 100 à un diesel à 1,3 € du litre, on a un coût de 9 € pour 100 km. Alors qu'en GNV, vous avez une économie à la pompe. Donc une économie sur la consommation et une économie en termes de coût, parce que ce n'est pas le même système de taxes, donc ça vous revient environ à 6 € pour 100 km. Si vous êtes prêt à payer le surcoût pour les garanties d'origine, ça vous reviendra à 7 € pour 100 km. Bien sûr, les véhicules sont encore un peu plus chers que les véhicules thermiques classiques, mais l'un dans l'autre, sur des flottes qui font beaucoup de kilomètres, c'est rentable. Un petit focus sur les bénéfices environnementaux. On a évoqué la pollution de l'air tout à l'heure, les gaz à effet de serre également. Donc, par rapport au diesel, les gaz à effet de serre sont divisés, alors sont diminués de 20% si vous êtes au GNV fossile et de 80% si vous êtes au bio-GNV. Les oxydes d'azote sont divisés par 2 environ. Les particules fines de 90% sont réduites de 90% et le bruit également. C'est important, notamment en ville, divisé par 2. Voilà, que fait le CIDELA donc, pour développer le GNV? Donc, on participe au déploiement d'un maillage territorial cohérent. Donc, sur la gauche, vous avez la carte Pays de la Loire avec un morceau de la Bretagne. Cette carte est publique, vous pouvez la retrouver sur le site gazmobilité.fr. Donc, il y a pas mal de sites en fonctionnement et surtout beaucoup de stations en projet. Sur la droite, je liste spécifiquement ce qui se passe en Loire-Atlantique. Donc, nous avons 4 stations ouvertes à ce jour, à Nantes-la-Beaujoire, à Saint-Herblain, en route de Vannes, à Rezé sur le Mine, et une 4e spécialisée en gaz naturel liquéfié à Donge. Vous avez 6 stations en projet à notre connaissance, dont 4 sur lesquelles nous sommes impliqués en tant que CIDELA Énergie 44, donc au travers de la Société d'économie mixte du CIDELA, qui a vocation à investir dans les énergies renouvelables. Donc, Montoire de Bretagne, Ancenis, Saint-Herblain sur le site de Tougaz, Redon, Nantes Prairie de Mauve, les Sorinières et Valette, ce seront 2 autres projets portés par des opérateurs privés.
Donc, le maillage est en train d'arriver. Je vous montre ici la photo du chantier prise cette semaine sur le site de Montoire. Donc, ça va être la première station GNV ouverte au public par le CIDELA et SACEM en partenariat avec l'exploitant Proviridis. Donc, vous voyez aussi à quoi ressemblera la station, donc au pied du pont de Saint-Nazaire. Elle sera mise en service normalement en juin. Donc, pour terminer sur le thème du GNV, j'ouvre sur d'autres stations qui sont en réflexion avec les territoires pour passer le message suivant. Une station ne se développe que s'il y a des clients. C'est la fameuse problématique de la poule et de l'œuf. Nous sommes là pour développer les stations, mais il faut quand même justifier auprès des banques que nous aurons des clients. Donc, un certain volume doit être sécurisé. Donc, c'est un travail avec vous, les territoires, pour identifier quels sont les transporteurs qui sont actifs sur vos territoires, quelles sont les flottes d'autobus, ainsi que les bennes à ordures, les flottes d'entreprises en véhicules utilitaires qui pourraient être intéressés. Et nous, notre rôle, CIDELA, c'est d'animer cette sensibilisation pour créer une dynamique vers ce nouveau carburant qui a beaucoup de vertus environnementales et économiques. Donc, je me tiens à votre disposition pour justement faire émerger ces projets et les concrétiser. Donc, les autres territoires, Clisson et Gétigné, Machecoul, Châteaubriand d'Herval, Savenay-Cambon, Saint-Étienne de Montluc et d'autres peut-être dont vous allez me parler ensuite, j'espère. Donc, avec toutes ces stations, on arriverait à une quinzaine de stations sur la région dans les 3-4 ans à venir. Donc, c'est très encourageant. J'ai deux petites diapos complémentaires sur l'hydrogène et je prendrai vos questions après. Alors, l'hydrogène. Quelques précisions pour savoir de quoi on parle. Donc, les véhicules à hydrogène, ce sont bien des véhicules électriques, mais dans lesquels l'énergie n'est pas stockée dans une batterie, mais bien sous forme de gaz, le gaz hydrogène, comprimé à 350 ou 700 bars. Ces véhicules ne font pas de bruit et ne polluent pas l'air, tout comme un véhicule électrique à batterie. Un petit point sur la sécurité qui questionne certaines personnes. L'hydrogène est un gaz très très léger. Donc, à l'air libre, s'il y a une fuite, ce n'est pas du tout gênant. Mais en espace clos, on prend quelques précautions, notamment la ventilation ou la détection de gaz. Cette technologie donc, est moins mature que le gaz naturel véhicule, mais elle est prometteuse et elle est subventionnée parce que notamment l'État français a une forte volonté et les régions aussi, l'ADEME, les territoires subventionnent pour faire émerger cette filière qui, on verra en France, est prometteuse d'autant plus que l'électricité française est bas carbone. Et comme on fabrique l'hydrogène avec de l'électricité, ça a pas mal de sens en France. Je vous invite à regarder le schéma en bas qui montre les différentes voies de production de l'hydrogène aujourd'hui et demain. Donc, on parle des fois d'hydrogène gris, donc c'est de l'hydrogène fossile issu du gaz naturel. Ce n'est pas celui-ci qu'on vise dans le développement de la mobilité hydrogène. Ensuite, on a l'hydrogène dit bleu, donc bas carbone issu de l'électricité nucléaire. On peut aussi avoir de l'hydrogène vert, et c'est ce à quoi on aspire, issu de l'électricité renouvelable, par exemple l'électricité éolienne, ou bien de gazification de la biomasse. Ce sont des voies de génération d'hydrogène qui sont un petit peu plus innovantes, pas encore très matures. Voilà, donc l'hydrogène, ensuite, est embarqué dans le véhicule sous forme dans un réservoir, et ce gaz alimente une pile à combustible dans laquelle on recombine l'hydrogène à l'oxygène pour former de l'eau et de l'électricité qui va entraîner le moteur. Comment le CIDELA s'implique sur ce sujet d'hydrogène? Alors, on s'associe à d'autres. C'est très innovant, donc on est en phase encore un peu expérimentale. Des projets émergent. Donc là, j'ai cité 3 projets qui concernent la Loire-Atlantique. Le projet Vigo. Le projet Vigo est mené par l'entreprise Life, dont vous avez peut-être entendu parler, donc une start-up nantaise qui grossit très vite, qui va, à partir d'énergie éolienne, fabriquer de l'hydrogène 100% renouvelable pour alimenter un réseau de stations.
donc en partenariat avec d'autres syndicats d'énergie. Ça se joue sur 3 régions, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Donc nous sommes partenaires. Il y a aussi le projet H2Loire-Vallée qui concerne l'estuaire et qui est mené par le Grand Port avec la filiale d'EDF Dynamics. Et le projet de Redon, on y reviendra en 3e partie, qui est très original et à cheval sur les 3 départements Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. Donc j'en reparlerai juste après. L'idée ici, c'est de développer simultanément à nouveau la production et la demande. Et les appels à projets de l'ADEME s'intitulent écosystèmes territoriaux. Et souvent, c'est aussi les communautés communes qui vont impulser, hein, on verra sur Redon, ce genre de projet où il faut une complémentarité entre les acteurs privés, publics, pour faire émerger ces écosystèmes. On arrive à la période de questions sur ces 2 gaz, donc n'hésitez pas. Alors, il y a une question dans le fil de discussion de Jean-Pierre Hamon. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez activer votre micro. Oui, ma question, c'était juste de savoir s'il y avait une implication du CIDELA sur la production de méthane. Je n'aime pas trop le terme de biogaz, hein, méthagaz. Oui, c'est une application beaucoup sous forme d'accompagnement des territoires et des projets en lien avec le collectif qui s'appelle Coop Meta, piloté par le département 44, donc un dispositif partenarial pour accompagner les porteurs de projets et les collectivités qui accueillent ces projets. Ponctuellement également, la SUN du CIDELA peut être amenée à investir dans un projet pour faciliter son décollage dans les premières années. Donc voilà, on est impliqué à ces 2 titres dans l'émergence des projets de méthanisation en vue de produire du biométhane qui va alimenter les réseaux de gaz. Il y a un webinaire qui sera sur le sujet de la méthanisation la semaine prochaine à la même heure, donc 100% sur ce sujet-là. Donc je vous invite à vous inscrire. Effectivement, du coup, on ne prendra pas aujourd'hui les questions sur la méthanisation parce qu'on a un sujet dédié, effectivement, comme le rappelait Claire, le 26 mars, un webinaire dédié à la méthanisation et au réseau gaz et production de chaleur renouvelable. Peut-être une dernière question de Patrick Corbel avant de passer à la suite. Où en est-on sur le développement des véhicules à hydrogène? Oui, les véhicules à hydrogène sont encore peu développés. Il y a peu de constructeurs qui les produisent de série. Par contre, tous les constructeurs sont impliqués en termes de R&D sur ce sujet. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on appelle des rétrofits, c'est-à-dire, enfin, c'est mal formulé, c'est-à-dire l'équipement d'un véhicule à batterie électrique à batterie classique avec un réservoir d'hydrogène qu'on vient adapter sur le véhicule. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Symbio qui vend ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, on peut avoir donc on peut avoir des Kangoo à hydrogène, on peut avoir des utilitaires légers à hydrogène. On connaît la Hyundai Mirai, qui sont des grosses berlines aussi. Et puis, vers la mobilité poids lourd, bus, ça se développe. Souvent, ce sont des partenariats entre les constructeurs et les grosses flottes. Donc, ce n'est pas forcément des véhicules catalogue, mais la technologie existe, est en train de s'améliorer. Très bien, mais je vous propose de passer à la 3e partie, toujours présentée par Claire, sur le cycle de vie. Ça répondra à des questions qui étaient posées un peu plus en amont dans le fil de discussion. Ok. Donc, la partie 3, c'était un petit... on va vous présenter en fait une étude réalisée par le Bureau d'études Carbone 4 sur la comparaison, disons, des impacts environnementaux des différents vecteurs énergétiques pour la mobilité. Donc, habituellement, souvent on entend voilà, véhicule zéro émission. Quand on entend véhicule zéro émission, c'est souvent à l'échappement seulement. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder les gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques qui sont générés au moment de l'utilisation du carburant. Donc, on focalise vraiment
sur l'émission à l'échappement. Or, ce n'est pas suffisant. Cette analyse est rapide, mais pas complète. Il faut réfléchir à la fois au cycle de vie complet d'un véhicule, donc le carburant à l'utilisation, mais aussi la fabrication du carburant, la fabrication d'une batterie s'il y en a une, la fabrication du véhicule lui-même, aux infrastructures. On doit aussi réfléchir dans une deuxième dimension qui inclut tous les critères environnementaux. Donc, on peut aussi penser à la pollution de l'eau, à la consommation d'espace, au bruit et d'autres critères. Donc là, si on fait cette analyse bidimensionnelle, on a vraiment une analyse complète du cycle de vie et c'est important pour prendre nos décisions. Je rappelle aussi qu'il y a d'autres critères qui peuvent être pris en compte au-delà des critères environnementaux liés à la sécurité, à l'efficacité, à la santé, des enjeux géopolitiques d'accès aux ressources et des enjeux économiques. Donc ici, on parle, je voulais vous éclairer sur l'aspect environnemental en gardant en tête que ce n'est qu'une façon de regarder le problème. On va faire un zoom sur les gaz à effet de serre en s'appuyant sur cette étude Carbone 4 et je vais prendre deux exemples, le segment des citadines et le segment des autobus. Et vous pouvez retrouver tous les détails en ligne. Sur les petits véhicules particuliers, donc le segment B, on va comparer un véhicule essence, bioéthanol, GNC, bio-GNC, hybride et électrique à batterie sur une utilisation 150 km pendant 12 ans et vous voyez les résultats. Donc classiquement à gauche, sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture à essence, vous émettriez 222 grammes de CO2 par kilomètre. Cette comparaison montre deux gagnants assez nettement. Alors, attendez, là je vous montre que l'histogramme représente d'abord en bas la fabrication du véhicule, éventuellement de sa batterie en vert, donc ce sont des émissions fixes liées à la fabrication du véhicule. Et ensuite, vous avez les émissions qui sont proportionnelles au kilomètre parcouru en bleu foncé liées à l'utilisation du carburant. Et enfin, la fin de vie du véhicule qui est moindre. Et donc, les deux carburants champions ici sur ce segment, c'est le bio-GNC et le véhicule électrique à batterie, qui viennent diviser par 3 voire 4 les émissions de gaz à effet de serre. Ça dépend bien sûr du kilométrage parcouru, toujours garder ça en tête. Ici, l'hydrogène ne fait pas partie de la comparaison sur ce segment, mais ensuite, je vous présente l'autobus. L'autobus diesel et les carburants alternatifs sur 480 000 km pendant 12 ans. Et ici, vu le nombre de kilomètres parcourus, l'impact est d'autant plus grand par rapport au diesel qui émettrait 1500 grammes par kilomètre. On arrive avec les nouveaux carburants à 200, 300, 400 grammes seulement. Donc, on divise vraiment beaucoup. Et les trois champions ici, à nouveau le biogaz, le bio-GNC, l'électricité à batterie et l'électricité à hydrogène par électrolyse 100% renouvelable. Donc, selon qu'on fait l'hydrogène à électricité renouvelable ou pas, ça change les résultats. Voilà, donc c'est un peu pour ça, c'est pour expliquer pourquoi le CIDELA et d'autres acteurs focalisent sur ces trois vecteurs aujourd'hui comme vecteurs du futur. Pour synthétiser, conclure, c'est important de garder en tête que l'impact environnemental d'un véhicule dépend de trois facteurs principaux, son taux d'utilisation, et on va y revenir, de sa masse et de sa technologie de motorisation. Donc, il faut partager ces véhicules en premier lieu, donc les utiliser au mieux, choisir des véhicules légers, les plus légers possibles, et enfin, choisir une motorisation parmi les trois carburants qui sont ressortis du lot, la batterie, le bio-GNC et l'hydrogène. Alors ici, on ne va pas vous inciter à choisir l'un ou l'autre. Comment choisir entre ces trois carburants? Ça va dépendre de vos usages, de la disponibilité et du coût des véhicules et du carburant, bien sûr. Donc, c'est des analyses un peu au cas par cas. Et la réponse qu'on va trouver aujourd'hui sera peut-être différente demain parce que ces technologies évoluent très vite. Donc, si vous voulez en savoir plus, on se tient à votre disposition, mais ici, on ne peut pas rentrer dans les détails.
Voilà. J'ai inclus une dernière diapo dans laquelle on ne va pas rentrer, mais vous pourrez vous y référer plus tard pour comprendre un petit peu plus comment sont produits ces nouveaux carburants, quels sont les avantages et inconvénients, où on reparle un petit peu de l'impact de la fabrication de la batterie et des axes de recherche pour améliorer encore ces technologies. Voilà, donc on arrive au temps de questions avant la dernière partie. Donc sur cette comparaison du point de vue environnemental, en particulier les gaz à effet de serre, est-ce que vous avez des questions? Alors, il y avait une question de Monsieur Durand, Arthur, qui demandait un élément d'explication avec une différence entre, préciser, la différence entre GNC et bio-GNC. Je crois qu'on l'a dit, mais peut-être rapidement. Alors, donc le GNC, c'est le gaz naturel comprimé pour véhicules. Il est classiquement d'origine fossile. Donc, la station est branchée sur le réseau GRDF et donc prend le gaz qui va venir de Russie, d'Algérie, de Norvège, donc d'origine fossile, et donc fort émetteur de gaz à effet de serre. Le bio-GNV, c'est la même molécule chimique, sauf qu'elle est issue de déchets agricoles ou de déchets organiques, et donc elle est très vertueuse en termes de gaz à effet de serre. Merci Claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement qu'on pourrait prendre avant de passer à la dernière partie de ce webinaire? Oui, il y a une question de Monsieur Corbel-Patrick. Oui, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, je peux. Voilà. On a vu la comparaison entre les différents véhicules suivant leur type d'énergie. Je voulais savoir si les véhicules les plus performants sont compatibles avec l'objectif, sont compatibles aujourd'hui en fait avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. Alors, c'est une très bonne question et Amandine va vous répondre partiellement sur la partie 4. Ce n'est absolument pas le seul levier. Il faut vraiment réfléchir à être sobre sur beaucoup d'autres aspects de la mobilité. Donc, ça nous fait une transition, je dirais, avec la partie 4 parce qu'on ne pourrait pas avoir chacun notre véhicule, même si c'est un véhicule bien conçu avec des carburants alternatifs. Si chacun a une voiture, on n'y arrivera jamais. Donc voilà, je passe la parole à Amandine. Merci Claire. Donc oui, en effet, l'idée de la dernière partie, c'est de reprendre un peu de hauteur par rapport à ce qui a été présenté sur le sujet des carburants alternatifs, et c'est de vous présenter quelques leviers d'action dans les territoires. Donc, comme on le disait au début, ce schéma, on vous l'a déjà montré tout à l'heure, il y a 5 leviers qui sont à prendre en compte justement dans vos politiques publiques, que ce soit au niveau de votre territoire, mais il y a aussi d'autres échelles où ça peut être pris en compte. Et on va tâcher, au travers de cette dernière partie, de montrer quelques exemples. Bien sûr, on ne pourra pas montrer l'exhaustivité de ce qui peut être fait. Et pour ceux que ça intéresse, ce schéma-là, il ne vient pas de nous, il vient d'une thèse dont on vous a mis le lien où tous ces leviers-là sont développés au travers justement, il y a aussi une analyse des scénarios, que ce soit le scénario stratégie nationale bas carbone et d'autres scénarios aussi. Donc ça répondra aussi à votre question, M. Corbel, sur la prise en compte de comment est-ce que ces leviers peuvent répondre aux scénarios nationaux. Donc tout d'abord, sur la demande de transport. Alors, je regardais un peu ce qui pouvait se faire au niveau local et du coup, j'ai sélectionné trois exemples, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, sur notamment le levier de demande en transport ou comment limiter les déplacements. Il y a à la fois déjà vos autres politiques, des politiques d'habitat, des politiques aussi de plan local d'urbanisme, qui peuvent déjà aussi prendre en compte un certain nombre d'actions en matière de mobilité. Mais il y a aussi d'autres types d'actions, comme par exemple, j'ai vu à Bourron un développement d'espaces de coworking qui permet notamment de limiter les déplacements domicile-travail. Et il y a aussi une action que je voulais mettre en avant de la CCEG d'Ardéchef sur une plateforme qui est sortie, j'ai l'impression, il n'y a pas si longtemps que ça, sur une plateforme qui s'appelle Manger Local, et donc qui permet de réduire aussi les déplacements sur
la notion de cours sur ce besoin-là, sur cet usage-là, en rapprochant les producteurs locaux des usagers et également, par exemple, aussi une ferme de chez nous à Mousillon. Bon, je présume qu'il y en a beaucoup aussi sur le territoire, hein, on aurait pu en mettre plein d'autres. Voilà, on voit aussi les initiatives qui peuvent être initiées au niveau des territoires. Pour quelques exemples. Ensuite, sur le report modal, là, on souhaitait, alors pour ceux qui ont déjà assisté au premier webinaire, ce sera une redite, mais on souhaitait remontrer que quand on va travailler notamment sur le report modal, hein, mais cette analyse, elle peut s'appliquer à bon nombre de leviers, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Si par exemple, demain, je décide de venir au travail à vélo, ce n'est pas juste ma propre décision, il y a un ensemble de facteurs à prendre en compte qui va me permettre, moi, demain, de venir au travail à vélo. Ça va être notamment développer des infrastructures qui soient sécurisées, des pistes cyclables, mais aussi du stationnement. On va aussi avoir l'apport de la technologie, par exemple les vélos à assistance électrique. On le voit ces derniers mois, ces dernières années, l'arrivée massive du vélo à assistance électrique permet de faire plus de kilomètres, mais aussi que des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise à vélo puissent en faire et puissent y passer. C'est aussi proposer des services associés. On voit de plus en plus de communautés de communes qui proposent aujourd'hui des services de location longue durée de vélos à assistance électrique. Et ça, du coup, ça permet aussi d'accéder plus facilement à ce nouveau mode. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais ça permet d'accéder aussi à ce mode-là qui peut présenter un budget d'investissement important pour un usager. Ça passe bien sûr par un aménagement aussi du territoire pour rapprocher les services des emplois, parce que c'est sûr que si mon emploi il est à 30 km, d'un moment, il y a une certaine limite quand même. Hein. Le vélo ne veut pas non plus tout faire. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de rapprocher les services, les emplois. Et on l'a vu avant, à travers le premier exemple, rapprocher aussi les lieux de course. Voilà, avoir cette proximité, un territoire de proximité. Cela passe aussi par de l'animation auprès des entreprises, par exemple. Ça passe aussi par des tests, des défis. Vous pouvez aller voir sur notre site web. On avait accompagné la commune de Sucé-sur-Able justement sur un défi à mobilité positive qui avait pour objectif de mettre à disposition d'usagers pendant 1 mois, 2 mois, des vélos à assistance électrique pour que les personnes puissent tester de manière en grandeur nature, sur un temps suffisamment long pour pouvoir ancrer les pratiques et pouvoir se rendre compte que au final, c'est pas si compliqué que ça, au final, c'est possible, et de pouvoir changer un peu la représentation qu'on peut avoir aujourd'hui du vélo. Et bien sûr, ça passe aussi par des incitations financières. Aujourd'hui, il est possible pour les entreprises et les collectivités de mettre en place ce qu'on appelle le forfait mobilité pour les agents et pour les salariés, par aussi du bonus à l'achat. Par exemple, le COS 44 propose 500 € de bonus pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Voilà, ça passe aussi par ces incitations, qu'elles soient réglementaires ou financières. Donc, ce qu'on souhaitait montrer au travers de cet exemple, c'est surtout que qu'importe l'action, mais c'est très parlant pour le vélo, il y a de nombreuses choses à prendre en compte et la collectivité peut agir sur plusieurs leviers, en partenariat aussi avec d'autres. Ensuite, je vais redonner la parole à Claire pour qu'elle puisse nous parler au travers le projet de Redon, justement, des actions possibles sur le taux de remplissage et l'efficacité énergétique des véhicules. Oui, donc je l'évoquais tout à l'heure, ce projet dont on fait partie, dont on soutient, a été initié par Redon Aglo, en s'appuyant aussi sur l'arrivée d'un industriel qui s'appelle H2X dans la région. L'idée, c'est de produire de l'hydrogène sur place, de le distribuer pour les usages industriels, par exemple, pour la mobilité également, des flottes privées d'entreprises locales, les bennes à ordures locales, et développer un service innovant d'autopartage et de transport à la demande qui va s'appuyer sur les véhicules que vous voyez sur la photo, en bas à droite, des véhicules très légers, 600 kg, qui sont hybrides, solaires et hydrogène, avec également une batterie et assemblés à Redon. Donc, c'est vraiment un projet unique en son genre. On voit le rôle de la collectivité comme facilitateur pour mettre en relation les différents acteurs. Et les 2 leviers, alors, pour faire le lien avec les leviers dont parlait Amandine,
Ici, on agit à la fois sur le taux de remplissage ou plus généralement le taux d'utilisation des véhicules, parce qu'en autopartage, le nombre d'heures sur la route va être supérieur à un véhicule individuel qui reste essentiellement au garage. Et puis sur l'efficacité énergétique des véhicules avec des véhicules très légers. Voilà, donc non seulement on change la motorisation, mais on agit sur 2 autres leviers et on crée toute une dynamique locale. Donc c'est un projet innovant et intéressant. Voilà. Merci. Merci Claire pour ce projet-là. Puis il y a d'autres projets aussi, notamment d'autopartage sur le territoire qui sont tout doucement en train de voir le jour. On n'a pas forcément évoqué au début, mais dans les constats, il faut quand même rappeler qu'un véhicule il reste immobilisé 95% du temps. Donc en effet, il y a de l'optimisation et ça fait aussi le lien avec l'ACV sur le fait que souvent les véhicules, et notamment les véhicules des collectivités, font moins de 10 000 km par an. Et donc forcément, il y a aussi ces problématiques de partage de véhicules qui peuvent, ces leviers, qui peuvent aussi être utilisés pour mieux optimiser les moyens existants. Donc pour finir, ça va être une redite avec beaucoup ce qu'on a évoqué tout au long de cette présentation. On a vu, hein, la mobilité, ça présente de nombreux enjeux, que ce soit énergétique, sociétal, comportemental, économique, et ça va appeler forcément de multiples réponses, à la fois sur les différents leviers qu'on a pu voir. Il faut à la fois, réduire déjà la masse de transport, et en plus, dans un contexte aujourd'hui en Loire-Atlantique, où on a quand même un accroissement et une évolution démographique importante, on va donc forcément avoir mathématiquement une demande de transport de plus en plus importante. Donc, il sera important de travailler sur cette demande de transport, de travailler sur le report modal, sur les questions d'optimisation de taux de remplissage, de covoiturage et d'autopartage, l'efficacité aussi énergétique des véhicules, bon, ça c'est aussi de l'ordre des constructeurs, et bien entendu les carburants alternatifs où aujourd'hui nous agissons au niveau du CIDELA. Et comme on l'a évoqué aussi au travers de l'exemple du vélo, ces multiples réponses devront à la fois toucher des questions d'infrastructure, des questions de technologie, des questions de comportement, de réglementation, d'incitation, mais également d'organisation. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui sont présentes dans les Pays de la Loire et en Loire-Atlantique. Donc là, on a souhaité vous rappeler une carte qui existe, qui est portée par l'Observatoire régional du transport et de la mobilité, l'ORTM, et qui montre déjà un certain nombre d'initiatives en territoire. Donc ça peut être aussi une source d'inspiration sur les initiatives présentes et ce que les voisins peuvent faire. Donc on voit bien que voilà. Après, quand on est dans la carte, on voit que beaucoup de territoires sont vraiment, comme on l'a vu au travers du sondage, au stade d'émergence. Donc beaucoup de choses sont à écrire ces prochains mois. Donc merci en tout cas pour votre écoute. On peut prendre encore d'autres questions, justement si vous en avez sur cette dernière partie, plus globalement sur le webinaire. Merci. Alors, merci Amandine, merci Claire. Il y avait une question de Monsieur Gendronneau Bernard. Si vous pouvez activer votre micro, on s'interrogeait sur vraiment votre question postée à 11h51 sur les histoires de piles à combustible. Si vous pouviez préciser votre question. Et puis après, je prendrai d'autres, parce qu'on a encore un peu de temps, je prendrai d'autres questions si vous souhaitez. Monsieur Gendronneau, si vous êtes avec nous, si vous pouviez préciser votre question. S'il vous plaît. Bon, si M. Gendronneau n'est pas là, je vais préciser. La pile à combustible, hein, c'est pour retransformer l'hydrogène en électricité et donc alimenter le moteur électrique. Donc aujourd'hui, c'est une technologie qui fonctionne bien. Après, il y a encore des améliorations à faire sur le rendement énergétique pour gagner en efficacité. Mais on peut tout à fait faire rouler un bus à l'hydrogène. Ça existe à plusieurs endroits. Des chariots élévateurs à l'hydrogène, des bennes à ordures à l'hydrogène, des véhicules utilitaires plus légers également. Mais c'est tout à fait fonctionnel. Si vous souhaitez intervenir, c'est le moment. Si vous pouvez nous le montrer nous le signifier par une main levée. C'est toujours plus pratique parce que je ne vous vois pas.
Je laisse encore quelques instants si éventuellement vous aviez d'autres remarques, observations. J'ai mis un lien vers plus d'informations sur l'autopartage, justement sur l'Observatoire des transports des Pays de la Loire dont parlait Amandine, pour ceux qui veulent en savoir plus. Notamment sur les territoires périurbains, il y a quelque chose de très, très intéressant au Mans qui s'appelle Move & Go. Vous pouvez vous renseigner. Merci. Bien, je vous propose de clore le webinaire. J'ai un problème de partage d'écran qui va être réglé incessamment sous peu. Donc, juste pour vous rappeler que donc nous avons un questionnaire de satisfaction qu'on vous propose. En tout cas, on va vous mettre le lien. S'il vous plaît, prenez quelques instants pour répondre à ce sondage de satisfaction. Et ensuite, je vais laisser la parole à Monsieur Meyer qui souhaite intervenir et clore ce webinaire. Bien, je voulais donc vous remercier à nouveau pour votre présence et l'intérêt pour le sujet. On ne va pas bien évidemment refaire le webinaire, j'insisterai plutôt sur ce qui a été exprimé autour des leviers qui sont effectivement multiples, qui sont également sans doute différents, et on l'a vu à travers quelques expressions qui sont apparues selon que l'on est en territoire urbain ou territoire plus rural. En tout cas, on voit bien que ça appelle à la fois des changements de comportement, des innovations technologiques, et que les collectivités ont un rôle à jouer certainement là-dedans, de facilitation certes, mais aussi de lien avec les usagers à travers des expérimentations, à travers des tests, à travers des exemplarités certainement aussi de leur propre infrastructure ou de leur propre flotte, par exemple, de véhicules. Je voudrais aussi insister sur le rôle du CIDELA dans tout cet enjeu qui se tient à disposition, bien évidemment, des collectivités, des territoires pour accompagner donc ces politiques publiques. Et puis, je voudrais surtout remercier les collaboratrices et les collaborateurs du CIDELA qui ont œuvré pour la construction et la présentation de ce webinaire. J'espère qu'il vous aura intéressé et que vous pourrez donc compléter toute cette présentation par les nombreux liens qui ont été mis durant la présentation. En tout cas, nous nous tenons à votre disposition. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Je laisse à nouveau peut-être la parole à Agnès pour juste pour conclure. Oui, voilà. Merci Didier. Donc, je vous rappelle donc encore une fois notre prochain webinaire qui sera le dernier de ce cycle sur la méthanisation, la production de chaleur renouvelable et les réseaux gaz. Donc, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. Et puis, dernier peut-être focus sur nos différents liens et comment nous contacter, ainsi que les intervenants, je vous les ai présentés. En tout cas, je vous souhaite une belle journée également et à très bientôt.